Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. Après avoir enregistré une baisse d'activité de 40% dans le secteur des huiles végétales raffinées au Cameroun, certains opérateurs industriels envisagent d'importer plus de 90 000 tonnes d'huile de palme afin d'assurer l'approvisionnement des usines de raffinage en matières premières, alors que l'offre nationale projetée en 2020 est de 450 000 tonnes d'huile de palme. La demande est estimée à plus d'1 million de tonnes au Cameroun. Qu'est-ce qui explique ce gap entre les besoins réels des transformateurs et la production nationale? Comment réduire ce déficit structurel dans la production de l'huile de palme? Ces différentes exploitations agro-industrielles prennent-elles en compte l'impact social et environnemental? Pour analyser et décrypter cette situation, je reçois sur ce plateau un statisticien spécialiste en management des projets agro-industriels. Mamoudou Bobo est l'invité de l'émission Tendance économique. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Noufélé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir invités et bonsoir à vos téléspectateurs. On parlait tout à l'heure de ce déficit structurel en matière de production nationale d'huile de palme. Quelles sont les dernières données que vous avez en votre possession et comment expliquer que ce déficit s'aggrave chaque année au Cameroun? Ok, monsieur Noufélé, merci de l'opportunité que vous nous donnez pour s'exprimer sur les enjeux socio-économiques de notre pays, notamment dans le secteur agro-industriel. Et ici, nous parlons de la filière huile de palme, porteuse de beaucoup d'unités industrielles à forte valeur ajoutée. Et dans ces secteurs, ça fait plus de 10 décennies que nous enregistrons un déficit structurel qui se situerait à près de 200 000 tonnes. Et quand nous parlons de 200 000 tonnes de déficit, ça veut dire que le Cameroun importe de l'extérieur, notamment en Asie du Sud-Est, Indonésie, Malaisie, et dans certains pays, notamment le Gabon voisin, près de 200 000 tonnes d'huile chaque année. Ceci équivaut à pratiquement 90 milliards de francs CFA de nos devises qui sortent pour aller à l'extérieur. Donc voilà, présenté en quelques chiffres de façon synthétique la problématique. Et vous comprenez de façon incidente que ça déséquilibre notre balance commerciale. Mais comment expliquer que le Cameroun, qui a un fort potentiel agricole, soit en train d'importer de l'huile de palme venant par exemple du Gabon? Bon, effectivement, vous savez, c'est un problème qui souffre de 3 grandes hypothèques. Lesquelles? Première hypothèque, c'est l'hypothèque foncière. Pour faire une plantation industrielle de palmeraie, ça nécessite des grandes terres. Et vous convenez avec nous, au regard de l'actualité camerounaise, l'accès à la terre est très très difficile au Cameroun. Et comment se matérialise cette difficulté? Parce qu'on a suivi plusieurs fois le gouvernement annoncer des réformes foncières pour faciliter l'accès aux investisseurs agricoles, investisseurs qui souhaitent acquérir des terres pour des exploitations industrielles. Comment elle se matérialise la difficulté? En fait, la difficulté, elle est présente pour une simple raison, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement devrait disposer de 2 grands instruments, le zonage et le schéma d'aménagement du territoire, qui en réalité spécialise les zones et définit en priorité les différentes zones au regard des enjeux économiques et des objectifs économiques à atteindre. Donc on constate tout simplement la mise en œuvre de ces schémas d'aménagement du territoire et même les schémas d'aménagement des différentes régions ne sont pas en application, d'où les difficultés que les agro-industries ont aujourd'hui pour accéder à des terres, soit qui sont considérées comme des terres réservées, soit des terres appartenant aux riverains, soit des terres qui ne sont pas adaptées à l'activité agricole. Donc voilà la problématique au niveau gouvernemental. Mais les autres hypothèques? Deuxième hypothèque, c'est l'hypothèque infrastructurelle qui
en réalité résume l'accès à l'énergie, l'accès aux infrastructures de base, c'est-à-dire les routes. Vous savez, les plantations, pour avoir les terres, il faut aller dans les fins fonds du village. Et pour aller dans ces villages, très souvent, il n'y a même pas d'accès, il n'y a pas de route. Et les agro-industries qui simplement doivent investir pour créer des routes, ça c'est des coûts d'investissement très très élevés et ça augmente le coût de production au niveau local, au niveau du Cameroun. Est-ce que cela justifierait le fait qu'un projet agro-industriel qui devait être implémenté dans le sud s'est retrouvé au Gabon et que le Cameroun se retrouve en train d'être l'un des clients privilégiés de ce projet qui est en cours de réalisation dans ce pays voisin? Peut-être à ce niveau, il peut y avoir d'autres facteurs, M. Nufele. Vous savez, l'industrialisation d'un pays nécessite une mutation de l'administration publique. Donc il faut une ingénierie administrative pour capter certaines opportunités et les transcrire en réalité économique pour faire bénéficier le tissu économique. Vous parlez d'une firme, en fait, d'une entreprise qui a voulu s'implémenter au Cameroun il y a de cela 5 ans ou 6 ans. Et aujourd'hui, s'est retrouvée au Cameroun parce qu'elle n'a pas pu s'implémenter, parce qu'elle a eu des difficultés au niveau de l'accès à la terre, au niveau des procédures administratives. Et s'est retrouvée au Gabon à réaliser sa plantation et aujourd'hui vend de l'huile de palme aux entreprises camerounaises. Et c'est des devises camerounaises qui payent les emplois au Gabon. Donc, raison pour laquelle nous invitons l'administration, en réalité, à se réinventer pour capter toutes ces opportunités d'investissement, tout en restant cohérent avec les intérêts sociaux et environnementaux du pays. On observe quand même au Cameroun qu'il y a une multiplication des palmeraies industrielles. Vous êtes vous-même engagé dans une initiative qui se déroule à Campo, dans la région du Sud. Quelles sont les principales articulations de cette nouvelle initiative en matière de création d'une palmeraie industrielle? Bon, effectivement, ici, il s'agit d'un promoteur local, d'un Camerounais qui a décidé de prendre à bras le corps ce problème de l'huile de palme et a décidé d'investir pour mettre en place 50 000 hectares de palmeraies du côté de Campo, avec 3 unités industrielles de transformation pour à terme produire 180 000 tonnes d'huile de palme et 18 000 tonnes d'huile de palmiste par an. Et ce projet, en réalité, s'est inspiré des échecs, des réussites d'ailleurs, des difficultés que les autres ont eues au Cameroun pour optimiser sa réussite. Et raison pour laquelle vous constaterez, malgré les difficultés, le projet avance. Justement, quels sont les obstacles auxquels vous avez fait face déjà pour l'acquisition des terres? On a vu une levée de boucliers au sein de certaines communautés dans la région du Sud, levée de boucliers qui a amené le gouvernement parfois à suspendre les effets de certains contrats de concession des terres et à retirer des décrets portant le transfert de certaines zones forestières dans des unités forestières aménagées. Sur cette problématique des terres, quelles sont les réalités auxquelles vous avez été confrontés? Donc, effectivement, ayant en conscience cette difficulté, le promoteur, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé d'analyser pour se dire, ok, un projet de palmeraie, ça nécessite des grandes surfaces, ça nécessite une certaine acceptation au niveau environnemental et une facilité d'accès à cette terre au regard de nos procédures dans le domaine foncier. À ce niveau, le promoteur a identifié une unité forestière aménagée qui est en exploitation depuis pratiquement début des années 60 et qui est dégradée à plus de 70% aujourd'hui et a choisi de mener une étude pédologique à ce niveau. Et l'étude pédologique s'est portée fructueuse, c'est-à-dire c'est un domaine qui est adapté pour faire du palmier à huile.
et a saisi le ministère de l'Agriculture pour proposer son projet. Et le ministère de l'Agriculture a saisi la primature pour solliciter le déclassement de cette unité forestière qui est dégradée, qui ne pourrait être exploitée en unité forestière. Et la primature a renvoyé le dossier au ministère des Forêts pour avis. Et il s'avère que le ministère des Forêts a confirmé la situation de cette UFA, tout simplement parce que l'entreprise qui avait l'agrément pour l'exploitation forestière, sur les 2 dernières années, n'arrivait pas à exploiter cette UFA. Ce n'était plus rentable, il n'y avait pas des essences là-bas. Et à ce niveau, toutes les analyses, toutes les évaluations ont convergé sur la nécessité de déclasser cette UFA pour changer de nature. Ça devient une zone à vocation agricole. Donc vous comprenez que c'est un peu différent des autres projets qui partent sur des domaines nationaux. Mais cela n'a pas empêché les appréhensions des populations. Est-ce qu'il y a eu une étude préalable de l'impact environnemental et social et une prise en compte du fait que ces espaces forestiers sont également l'écosystème des populations? En fait, ça a été une incompréhension. Comme je vous ai rappelé tout à l'heure, c'est une UFA qui a été une UFA dégradée, qui a été sollicitée, qui a été déclassée. Ce n'est pas un domaine national. Ça dit tout simplement que quand on parle d'UFA, aucune activité humaine n'est autorisée dans une UFA. Aucun village n'existe dans une UFA. Donc c'est un domaine privé de l'État que le promoteur a choisi. Et à ce niveau, l'incompréhension est née du fait que les gens ont eu une impression que le promoteur venait s'accaparer des terres de riverains, alors que ce n'était pas le cas. Mais on parle quand même de 50 000 hectares. Est-ce que c'est délimité dans la zone de l'UFA ou alors il y a des ambitions d'aller bien plus loin pour l'exploitation agro-industrielle en question? C'est à l'intérieur de l'UFA qu'il va y avoir les 50 000 hectares de palmeraies industriels. Mais dans son modèle économique, le promoteur a proposé pour une cohabitation et sécurité sociale la mise en place de 5 000 hectares de palmeraies communautaires. Ça, c'est le promoteur qui accompagne les communautés riveraines à avoir 5 000 hectares de palmeraies sous contrat où il va racheter entièrement la production chaque année pour permettre aux différents, à la population riveraine d'avoir des revenus permanents chaque année. On a suivi plusieurs ONG comme le Fonds mondial pour la protection de la nature qui a déploré l'impact environnemental des exploitations industrielles du palmier à huile. Est-ce que vous avez pris en compte ces préoccupations sur la nécessité de faire un projet de développement durable prenant en compte ces différents aspects? Bon, peut-être on ne va pas parler d'une ONG particulière, on va parler globalement des soucis de tous les ONG, notamment les ONG internationales qui s'agitent autour de ces projets. En réalité, le projet est riverain premièrement au parc national Campoman, qui a un intérêt très élevé au niveau de certaines ONG. Deuxièmement, il y a les populations dites autochtones, c'est-à-dire minoritaires, les Baguelis, qui habitent dans la zone du projet, qui sont également, qui font l'objet d'intérêt de beaucoup d'ONG, qui protègent les Pygmées, les Baguelis. Donc, à ce titre, nous constatons que le souci de ces ONG, c'est la déforestation, c'est la biodiversité, c'est la protection des intérêts de ces peuples autochtones. Premièrement, le promoteur a signé un cahier de charges spécifique avec les peuples Baguelis, dans le sens de leur accompagnement, de l'accompagnement de ces peuples pour la continuité de leur existence conformément à leur cadre culturel. Donc il y aura les vergers pour eux, il y aura un espace d'élevage pour leur permettre de mener leur vie de chasseurs, de cueilleurs. Et également au niveau du parc, il y a une plateforme qui est en train d'être mise en place avec la conservation du parc, où
suite à l'étude d'impact environnemental qui a été réalisée, dont le certificat de conformité environnementale a été délivré par le ministère de l'Environnement. Suite à cette étude, il y a eu des impacts négatifs qui ont été identifiés. Une plateforme est mise en place avec la concession pour essayer de mettre en place un plan d'action pour atténuer cet impact. Mais la préoccupation demeure. Lorsqu'on identifie des impacts négatifs qu'il pourrait y avoir sur un parc zoologique aussi important que celui de Campoman, faut-il revoir les ambitions à la baisse de ce projet agro-industriel? Vous savez qu'il y a ce défi qui se pose dans de nombreux pays où existent les agro-industries, notamment en Asie et dans les pays d'Amérique latine, où il y a toujours eu ce débat entre le développement agro-industriel et la préservation de l'environnement. Dans votre cas précis, qu'est-ce que vous préconisez concrètement? Monsieur Dufelet, permettez-moi de bien m'appesantir sur ce sujet pour éclairer vos téléspectateurs par rapport à ces problèmes posés par les ONG. Première chose, il faut qu'on comprenne que une plantation de palmiers à huile, c'est une plantation d'arbres. Qui dit plantation d'arbres dit une autre forêt qui remplace une forêt qu'on a enlevée et qui va jouer exactement la même chose en matière de photosynthèse. Donc à ce niveau, je pense qu'en matière de capture de carbone et de protection du climat, le palmier à huile le fait peut-être mieux que certains arbres même sauvages. Deuxième chose, le parc Campoman qui est riverain au projet. Moi j'ai lu le rapport de VVF qui a évalué les retombées financières de ces parcs. Si jamais les visiteurs venaient à quitter l'Europe, l'Occident pour venir visiter les chimpanzés, les animaux, les éléphants qui sont là-bas, les riverains de Campo bénéficieraient de 11 millions de francs CFA chaque année. Voilà ce qui est dit dans le rapport de VVF même. À ce niveau, quand vous réfléchissez, vous comprenez, à chaque fois qu'un projet d'agro-industrie de grande taille s'installe, surtout en matière de production d'huile de palme, les mêmes ONG se mettent en rang de bataille. Moi, mon analyse, elle est simple, parce qu'en réalité, l'huile de palme, sur le marché international, entre en conflit commercial avec d'autres huiles, notamment l'huile de colza, l'huile de tournesol et l'huile de soja, qui font exactement, ou bien pire que l'huile de palme en matière de déforestation. Mais jamais on voit se lever des boucliers. Ça émet une hypothèse. Est-ce que ce n'est pas la crainte de gain de part de marché de certaines firmes internationales qui font dans l'huile de tournesol, l'huile de colza, qui instrumentalisent ces ONG pour bloquer les projets d'huile de palme? Ça, c'est des hypothèses qui peuvent être confirmées suite à des analyses plus affinées. Mais les promoteurs des projets d'huile de palme ont l'impression qu'en réalité, certaines grandes puissances qui protègent les intérêts parce que l'huile de colza, l'huile de tournesol, c'est des huiles d'origine européenne. L'huile de palme, c'est d'origine Asie et Afrique. On a comme l'impression qu'on ne voudrait pas que la matière première pour impulser notre industrialisation soit produite au niveau local, c'est-à-dire au niveau de l'Afrique elle-même. Mamoudou Bobo, lorsque vous allez pouvoir exploiter ces différentes zones arables, où seront implémentées les unités de transformation? Parce qu'il y a là aussi une question de la gestion des déchets industriels lors de la transformation de ces différentes huiles de palme. Ok, merci. Je vais revenir sur le modèle économique du projet. J'avais dit tantôt, c'est 50 000 hectares de palmeraies industriels, 5 000 hectares de palmeraies communautaires et communales, et 3 unités de transformation industrielle qui seront en réalité logées à l'intérieur de 15 000 hectares, 15 000 hectares et 20 000 hectares, dont les unités seront à équidistance. Il y aura des unités de centrales à cogénération pour produire de l'énergie ou des utilités énergétiques
nécessaires pour les unités industrielles, dont notamment l'électricité, la vapeur et l'eau chaude. Ces centrales à cogénération sont des centrales qui vont produire l'énergie bio. Donc c'est les déchets de biomasse, des déforestations, et puis les déchets des usines qui vont être utilisés comme source de transformation pour produire de l'électricité et de la vapeur. On aura également une centrale de traitement des eaux usées. C'est là où ça répond à votre question, parce que les unités industrielles de transformation d'huile de palme utilisent beaucoup d'eau et rejettent beaucoup d'eau usée. Dans le cadre de ce projet, nous allons mettre en place une centrale de traitement des eaux usées pour produire de la méthane qui va être réinjectée dans les centrales à cogénération et des engrais biologiques pour réutiliser dans la plantation. Parce que les affluents qui sortent de l'usine de traitement des eaux usées sont composés en réalité des matières grasses et puis un peu de gaz. Donc on va extraire de la méthane et puis de ces matières grasses pour faire des engrais biologiques et recycler l'eau pour réutiliser dans le cadre de ces unités de transformation. Voilà en réalité la réponse que ce projet a voulu donner aux différentes ONG qui penseraient qu'un projet de palmier à huile ne peut pas cohabiter avec les intérêts environnementaux. Alors justement, ce projet est installé au cœur du sud profond et l'on sait qu'il y a de sérieux problèmes d'infrastructures routières entre Campo et Kribi, malgré le fait que c'est moins de 100 km. Alors, comment est-ce que cela risque d'impacter sur l'initiative qui est en cours d'implémentation dans la zone? Vous allez pouvoir écouler les produits finis à travers quelle stratégie concrètement? Bon, le site du projet est situé approximativement à moins de 50 km du port autonome de Kribi. Et comme vous l'avez mentionné, moins de 50 km qu'on fait facilement à 2 heures, 3 heures du temps. Tout simplement, vous comprenez, c'est l'état de la route de ces 50 km qui est tellement dégradé. Mais la réalité, c'est que l'implémentation de ce type de projet dans des zones est généralement déclencheur de la mise en place des infrastructures de base. À ce niveau, nous allons saisir le gouvernement dans le cadre des cahiers de charges que nous allons signer pour que la route qui va relier le port de Kribi et la zone du projet soit réhabilitée, voire même, pourquoi pas, grounée, quoi. Il y a la question de l'emploi qui se pose également. Vous parlez de près de 8000 emplois à générer, à 8000 emplois directs et indirects, mais la question qui se pose, c'est sur la qualité des emplois et des postes à pourvoir lorsqu'on sait que les unités agro-industrielles appellent à des postes où il y a des spécialistes, des ingénieurs. Est-ce que le Cameroun regorge assez de ressources humaines capables d'accompagner un tel projet d'envergure? Et sur les populations locales, elles qui n'ont pas accès à des niveaux de formation universitaire et d'autres techniques de formation, à quel niveau pourront-elles trouver de l'emploi dans une telle initiative? Tout à l'heure, j'avais parlé de 3 hypothèques, on a balayé les 2. La 3e hypothèque, c'est l'hypothèque cognitive et socio-culturelle qui, en réalité, empêche l'implémentation des projets de cette nature au Cameroun. Ça veut dire concrètement quoi? C'est exactement ce que vous venez de décrire. Le métier de palmier à huile, c'est un métier spécialisé, et surtout les plantations industrielles. Et nous observons que le Cameroun n'a pas eu beaucoup de projets industriels pour que les expériences se multiplient. Il y a eu 2 ou 3 agro-industriels qui ont fait dans le palmier, qui se sont implémentés depuis les années 60, avec les colons qui ont continué jusqu'aux début des années 80. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que nous formons des ingénieurs agronomes qui sont comme des médecins généralistes et qui ont besoin d'être spécialisés dans des spéculations spécifiques, notamment le palmier à huile, qui a une exigence en matière d'itinéraire technique bien spécialisée.
Et ça, c'est le grand défi que le projet qui s'implémente à Campo doit faire face. Et à ce titre, il a été clairement dit dans les cahiers de charges que nous avons eu à signer avec les populations riveraines et les deux communes Campo et Niété, l'urgence de la mise en place d'une école de formation au métier des palmiers à huile à Campo, pour permettre non seulement aux riverains qui n'ont pas l'habitude dans leur façon culturelle de faire l'agriculture, de s'intéresser et d'apprendre le métier de l'agriculture, et également de permettre aux différents jeunes Camerounais qui n'ont pas fait de grandes études, de longues études, d'avoir une formation professionnelle au métier des palmiers à huile. Et nous allons utiliser les experts qui seront en réalité recrutés, soit dans des agro-industries environnantes, soit ailleurs, pour venir dispenser ces formations afin de permettre à l'équipe que nous allons mettre en place d'être efficace. On parlait quand même de 8000 emplois directs qui seront créés du côté des Campo, dont une école de formation au métier des palmiers à huile est envisagée en collaboration avec la commune de Campo pour pallier à ces problèmes. Plusieurs annonces de ce type ont été faites dans les années antérieures et après les projets agro-industriels ont eu du mal à être exécutés et rentabilisés. Sur la question du modèle de financement d'une telle initiative qui s'inscrit sur 50 000 hectares, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le modèle de financement et comment vous allez pouvoir y parvenir concrètement? Effectivement, ça a été un grand débat dans le démarrage du projet pour son acceptation au regard des élites, en fait, vis-à-vis des élites, vis-à-vis de l'administration même. À ce niveau, quelle est l'innovation que nous avons apportée pour garantir ou bien pour permettre à ce que les gens comprennent et acceptent notre vision et notre façon de faire? Sur les 50 000 hectares, nous n'avons pas projeté mettre en place un projet globalement dès la première année dans sa totalité. Donc, il y a eu un chronogramme programmatique qui a été arrêté avec les administrations et les élites locales. Nous avons dit on va faire 50 000 hectares. La première année, c'est 1500. La deuxième année, c'est 3000. À partir de la troisième année, c'est 5000 chaque année. Et nous subordonnons les autorisations, parce que nous n'avons pas dit donnez-nous les autorisations une fois. Nous subordonnons les autorisations à l'évaluation des résultats de l'année précédente. Ça veut dire concrètement quoi? La première année, c'est-à-dire 2020 cette année, dès que nous avons eu l'accord de principe du gouvernement sur un site privé du promoteur, une pépinière a été mise en place pour lancer les 1500 hectares, en attendant que les procédures administratives aboutissent, sachant que ça va prendre un délai long et le calendrier agricole n'attend pas. Donc, l'autorisation est arrivée, on a donc lancé les 1500 cette année. L'année prochaine, avant de donner l'autorisation sur les 3500, il faut évaluer est-ce qu'on a fait les 1500. Voilà le modèle que nous avons présenté, M. Dufele, pour faire comprendre au gouvernement et aux Camerounais qu'on peut lancer des projets de grande envergure, mais de façon programmée et de façon bien évaluée et bien suivie. Dans cette programmation, il y a l'épineuse problématique des changements climatiques qui impactent souvent sur les productions agricoles. Est-ce que vous avez pris en compte ces différents aspects dans la planification de l'initiative en cours? Bon, effectivement, ça c'est le plus gros risque qui est difficilement maîtrisable dans le projet agricole de cette nature. Et effectivement, cette année, c'est un exemple parfait parce que le monde entier a subi un dérèglement climatique. Quand on attendait les pluies ne sont pas arrivées. C'est quand on n'attendait pas les pluies qu'elles sont arrivées avec de fortes intensités, des inondations. Et l'activité agricole est segmentée, surtout le palmier. L'abattage, on ne fait pas en saison de pluie. On doit commencer à planter quand les pluies sont là. Donc, ça a été perturbé. Mais c'est des perturbations qu'il faut prendre en compte
gérer et maîtriser suivant les spécificités climatiques de la zone. Ça sera des perturbations peut-être une fois sur 10 ans, 15 ans, mais nous avons le calendrier climatique de la zone de Campo et c'est en fonction de ça que nous avons programmé nos activités. Vous parlez de modèles de mise en œuvre et de mise en exploitation de ces terres arables. Est-ce que des banques accompagnent facilement les initiatives agro-industrielles lorsque vous leur présentez un tel projet au Cameroun, par exemple? Bon, un projet comme celui-ci sera difficilement, en fait, pas difficilement, une banque commerciale ne dispose pas des ressources adaptées pour financer ce type de projet. Il y a certains aventuriers qui réussissent à se faire financer par des ressources courtes, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ils prennent des crédits dans des banques commerciales pour financer les projets de cette nature qui nécessitent des ressources longues. Mais nous, dans notre modèle de financement, c'est beaucoup plus des banques de développement que nous avons contactées, avec qui nous sommes en négociation pour boucler les phases de financement. Certes, qui passeront par des banques locales, mais c'est des ressources issues des banques de développement. Donc, Mamoudou Bobo, le gouvernement camerounais a mis sur pied de nombreux outils d'accompagnement du secteur privé. On a vu le groupement interpatronal du Cameroun déplorer le fait que cela est insuffisant. Au moment où vous êtes engagé dans une initiative agro-industrielle, qu'est-ce que vous attendez concrètement du gouvernement pour la réussite de ce projet? En fait, nous remercions d'abord le gouvernement parce que la réalité, c'est que le gouvernement, depuis le début, accompagne et continue à accompagner le projet dans sa mise en place. Pour une simple raison, parce que c'est un gros problème économique camerounais qu'une solution camerounaise est en train de vouloir résoudre. Et à ce titre, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Industrie, le ministère du Domaine ont été saisis et nous ont accompagnés de façon efficace. Et nous continuons à espérer qu'ils vont continuer à encadrer et accompagner ce projet pour que sa réalisation soit effective et que les Camerounais bénéficient non seulement des emplois, mais que le tissu économique du Cameroun bénéficie des résultats de ces projets. Nous comptons également sur la décentralisation. Nous comptons sur les différentes collectivités territoriales décentralisées, la mairie de Campo et la mairie de Niété, pour qu'ils prennent en main le développement local décentralisé et accompagner de façon efficace le projet. Ils le font déjà, on est en étroite collaboration, on avance ensemble, on a signé des cahiers de charges. Et à ce niveau, je voulais également relever une innovation, parce que dans le cadre de ce projet, les communes de Campo Niété ont signé des cahiers de charges et les communes auront les plantations communales qui vont leur permettre d'avoir des revenus afin de développer leur zone. Et vous visez le marché domestique ou alors vous envisagez d'aller bien plus loin lorsqu'il y aura le produit fini après l'exploitation de ces différentes terres arables? Nous avons dit qu'aujourd'hui, les unités industrielles existantes qui utilisent moins de 50% de leur capacité achètent plus de 200 000 tonnes d'huile de palme à l'extérieur. Nous, on va produire 180 000. C'est pour le marché local. Donc, c'est pour leur permettre d'accéder à la matière première à proximité et à coût vraiment compétitif pour permettre à ce que les produits comme le savon, l'huile aient un prix socialement acceptable pour tout le monde. Merci Mamoudou Bobo, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Okay, merci M. Nufele, merci à vous. Je précise que vous êtes expert en management des projets agro-industriels, vous êtes également statisticien. Merci d'avoir accepté cette invitation. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de Tendance économique.